À l'anniversaire de son cousin, ma fille de 6 ans, Léa, a été forcée de rester dehors tout le long, à regarder les autres petits-enfants ouvrir leurs cadeaux et manger du gâteau, car ma sœur lui a dit, « Les enfants de briseuse de ménage ne sont pas les bienvenus ici, je n'ai pas élevé la voix mais ce soir-là, j'ai agi. » Au moment où Léa m'a dit qu'elle était restée assise dehors pendant 2 heures alors que tout le monde était à l'intérieur, quelque chose s'est brisé en moi, elle a dit qu'elle n'avait pas le droit d'entrer, que tante Mélanie lui avait dit qu'elle n'avait pas sa place là-bas et qu'elle n'était pas comme les autres enfants, puis elle l'a chuchoté, Mélanie lui a dit que les enfants de celles qui trompent ne sont pas les bienvenus. Léa ne savait même pas ce que ça voulait dire mais elle en savait assez pour avoir honte et rester assise sur les marches froides du perron sans même essayer de frapper à nouveau. J'étais sortie de la maison avant même qu'elle ait fini sa phrase, Mélanie habitait à 10 minutes de là et je ne me souviens pas du trajet, juste de cette rage aveuglante, mes mains serraient le volant plus fort que nécessaire. Je n'arrêtais pas d'imaginer Léa assise là-bas avec sa petite veste rose, regardant à travers la baie vitrée ses cousins rire et reprendre du gâteau, elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mélanie s'était portée volontaire pour garder Léa le week-end parce que je faisais un double service à l'hôpital, elle avait dit que ce ne serait pas un problème, que Léa pourrait rester dormir et s'amuser à l'anniversaire, je l'avais remerciée, j'étais même reconnaissante, quelle idiote. Quand je suis arrivée dans l'allée, Léa était exactement là où elle l'avait dit, assise sur la terrasse les bras croisés sur ses genoux, son visage s'est illuminé quand elle m'a vue mais je voyais bien qu'elle avait pleuré. Je n'ai pas posé de questions, je l'ai enveloppée dans le plaid qui était sur la banquette arrière et je l'ai attachée dans la voiture, elle a demandé si on rentrait à la maison, j'ai dit oui, c'est tout. J'ai fait demi-tour mais Mélanie a ouvert la porte d'entrée juste au moment où je partais, elle a même fait un signe de la main. Je me suis arrêtée, je suis sortie et je lui ai demandé directement, tu as vraiment dit à ma fille qu'elle n'avait pas le droit d'entrer ? Qu'elle n'était pas la bienvenue à l'anniversaire de ton fils ? Mélanie n'a pas bronché, elle a juste dit qu'elle n'allait pas laisser son fils grandir en pensant que l'infidélité est normale. Ce n'était pas une question de morale, c'était personnel, 3 semaines plus tôt elle était venue me demander de l'aide pour se porter garant d'un crédit auto, elle disait qu'elle et Damien étaient en retard sur leur facture et que leur voiture avait fini par lâcher. Je lui avais dit non, j'avais mes raisons, elle avait déjà un historique de découvert sur le compte d'urgence qu'on partageait autrefois, j'en avais fini de jouer les filets de sécurité, elle avait dit qu'elle comprenait mais apparemment non. Apparemment elle attendait l'occasion parfaite pour me le faire payer et elle a décidé d'utiliser Léa pour le faire. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je n'ai pas dit ce que je voulais dire, je lui ai juste dit calmement, c'est la dernière fois que tu fais du mal à ma fille. Je suis rentrée, j'ai mis Léa en pyjama et je l'ai laissée dormir dans mon lit, elle ne voulait même pas dîner, elle s'est juste recroquevillée et s'est endormie le pouce dans la bouche comme quand elle était bébé, c'est ça qui m'a achevée. À minuit, je me suis levée et j'ai ouvert le vieux compte bancaire que Mélanie utilisait encore, c'était censé aider à payer les médicaments de maman à l'origine mais au fil des ans c'était devenu la béquille personnelle de Mélanie, j'avais laissé faire mais plus maintenant. Je me suis connectée, j'ai changé tous les mots de passe, je l'ai supprimé en tant qu'utilisateur secondaire, j'ai fait opposition à la carte et j'ai appelé la banque pour signaler le compte comme accès unique seulement, puis j'ai fait une capture d'écran de la confirmation et je lui ai envoyé, pas de mots, pas d'explication. Elle m'a appelé presque immédiatement, j'ai laissé sonner, elle a rappelé encore et encore, 5 fois, j'ai laissé tomber sur la messagerie, je savais que ce n'était pas assez, pas encore, mais c'était un début. Quand je me suis levée le lendemain matin, mon téléphone avait l'air d'avoir pris feu, 9 appels manqués, 6 SMS. Mélanie a commencé par faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait, et je n'arrive pas à accéder au compte bancaire, tu peux vérifier s'il y a un bug, Belle, j'ai besoin d'argent pour l'essence pour aller travailler, tu peux me l'envoyer directement, c'est n'importe quoi, tu vas vraiment faire ça pour une fête d'anniversaire ? Puis le ton a changé, ne fais pas ta sainte, tout le monde sait ce que tu as fait, j'ai tous les droits de protéger mon fils de cet exemple, Léa n'avait même pas l'air triste, tu en fais des tonnes parce que tu te sens coupable. Je n'ai répondu à aucun message, à la place j'ai préparé un gros petit déjeuner à Léa, je l'ai laissé choisir ce qu'elle voulait faire de sa journée et je lui ai donné ce que Mélanie lui avait enlevé, de l'attention, de la chaleur et de la gentillesse. Pendant qu'elle coloriait tranquillement à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Voyez-vous, Mélanie a toujours été maligne, pas intelligente, maligne, elle savait jouer la victime, construire une histoire autour d'elle qui faisait passer tout le monde pour le méchant. Elle avait passé sa vie à jouer sur ce tableau,
pleurant qu'elle était le mouton noir, l'outsider, celle que personne n'aidait. Elle l'utilisait pour obtenir des délais sur ses factures, emprunter de l'argent qu'elle ne rendrait jamais, s'installer chez les gens et ne jamais partir jusqu'à ce qu'ils soient obligés de la mettre dehors, et je l'avais laissé faire. Pendant des années j'ai maintenu la paix parce qu'on était de la famille, parce qu'elle était ma sœur, mais plus maintenant. Le compte bancaire d'urgence n'était que la surface, il y avait plus en dessous. Mélanie avait toujours accès à un compte de service public qu'on avait ouvert il y a des années, il était à mon nom mais elle l'utilisait toute l'année comme si c'était le sien, l'eau, le gaz, Internet. Non seulement ça, mais elle avait mis mon nom sur son assurance habitation et utilisé mon dossier pour éviter de verser une caution quand elle et Damien avaient emménagé dans leur nouvel appartement, elle ne l'avait jamais retiré. J'ai passé les 2 heures suivantes à passer des appels, à fouiller dans de vieux dossiers et à fermer toutes les portes que je pouvais trouver. Un par un j'ai appelé EDF et j'ai retiré son logement de mon profil, j'ai annulé les identifiants Internet communs, j'ai signalé le compte de la compagnie des eaux et ajouté une note indiquant qu'il était utilisé frauduleusement. Ensuite j'ai vérifié ma situation financière et bien sûr, c'était là, mon nom lié à un bail actif pour lequel elle n'avait pas payé le dépôt de garantie, j'ai déposé une contestation et envoyé tous les documents prouvant que je n'habitais pas là-bas, à la fin de la journée je l'avais déconnectée de tout, elle était seule maintenant. Vers 21h j'ai reçu un autre message d'elle, « Tu viens de foutre ma vie en l'air pour les sentiments d'une gamine, tu es pathétique, pas d'excuses, aucune prise de conscience, juste un caprice parce que sa vie aux frais de la princesse était finie. » J'ai répondu par une seule phrase, « Bonne chance pour obtenir de l'aide du compte de la briseuse de ménage maintenant. » Je savais qu'elle exploserait et elle l'a fait, 10 minutes plus tard elle bombardait mon téléphone à nouveau, me traitant de toxique, disant qu'elle aurait dû me couper les ponts il y a des années, que je n'ai jamais vraiment été de la famille. Je l'ai bloquée, pas pour toujours, pas encore, juste assez pour m'assurer qu'elle comprenne que la dynamique avait changé. Mélanie pensait qu'exclure Léa me blesserait, que je reviendrais en rampant pour demander pardon, désespérée de faire partie de la famille, elle ne se doutait pas que j'attendais une excuse pour enfin couper le cordon et elle m'a donné la parfaite occasion. Le silence n'a duré que 3 jours, 3 jours entiers où Mélanie n'a pas appelé, ni envoyé de SMS, ni posté quoi que ce soit directement contre moi. J'avoue qu'une partie de moi était surprise, l'autre partie savait à quoi s'en tenir, elle ne restait pas silencieuse parce qu'elle réfléchissait, elle se regroupait et comme une horloge elle a commencé à faire sa tournée. J'ai reçu un message de notre cousine Julie d'abord, puis de notre tante Sylvie, toutes les deux posant des questions vagues, le genre qui ne sont pas vraiment des questions, et est-ce que tout va bien entre toi et Mélanie ? Je prends juste des nouvelles, elle a dit que tu traversais une période difficile dernièrement. Je ne leur ai pas donné ce qu'elles cherchaient, j'ai juste dit que Léa allait bien et que j'allais bien et que parfois la distance était l'option la plus saine. Mais Mélanie était en mission, elle savait comment se peindre dans le rôle de l'incomprise, elle savait qui cibler, les gens qui ne voyaient que la surface. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il me restait un dernier coup à jouer. Voyez-vous, Mélanie avait l'habitude de s'accrocher à tout ce qui lui donnait une apparence de stabilité, même si ce n'était pas à elle, elle l'avait fait pendant des années, emprunter des adresses pour l'inscription à l'école, utiliser les numéros de téléphone d'autres personnes pour des demandes d'emploi, profiter des factures Internet pour ne pas avoir à ouvrir la sienne, et l'une des plus grandes choses qu'elle utilisait. Encore c'était mon nom. Il y a 3 ans quand elle et Damien se sont vus refuser leur premier appartement, elle est venue me voir en sanglotant, disant qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'aide, que si elle ne pouvait pas donner un contact d'urgence stable et une référence de revenus ils ne seraient pas approuvés. Je me souviens exactement où nous étions, debout dans ma cuisine, Léa encore dans sa chaise haute, Mélanie serrant une tasse de café comme si c'était la fin du monde, je lui ai donné ce qu'elle voulait, j'ai signé un formulaire disant que je serais garante, j'ai mis mon nom, mon numéro de téléphone et mon travail, et j'ai oublié. Vous savez, j'ai fouillé dans mes vieux emails et j'ai trouvé le document de location qu'elle m'avait envoyé pour révision, j'ai appelé l'agence de gestion immobilière, je leur ai donné mon nom et j'ai demandé si j'étais toujours listée, je l'étais. Non seulement ça mais ils m'ont dit qu'elle avait utilisé mon nom à nouveau l'année suivante lors du renouvellement sans jamais me demander. J'ai demandé à être retirée, ils ont dit qu'ils avaient besoin de son approbation, alors je leur ai envoyé une chaîne de SMS, des captures d'écran, chaque ligne qu'elle m'avait envoyée disant que je n'étais pas de la famille, que j'étais morte pour elle, qu'elle espérait que je me sentais bien d'avoir laissé une enfant dehors comme une sorte de taxe de culpabilité.
C'était suffisant, le bureau m'a rappelé et a dit que j'avais été retiré, ils ont mis à jour le dossier et signalé son profil pour vérification au prochain renouvellement de bail. Je suis restée assise à regarder l'email pendant un long moment, pas parce que je me sentais mal mais parce que j'ai réalisé que pour la première fois elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer, pas de plan B, personne sur qui se reposer, et c'est là que la crise a frappé. Elle a pris un nouveau numéro et m'a envoyé un SMS, le premier message était presque caricatural dans son ton. « Waouh, tu es vraiment diabolique, félicitations, tu as ruiné ma vie. » Puis sont venues les captures d'écran, un avis de retard de la compagnie de gaz, un avertissement de coupure de son fournisseur Internet, un dernier avis pour le loyer, je ne peux même plus chauffer ma maison maintenant, j'espère que Léa est fière de sa mère, j'aurais dû savoir qu'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui couche avec des hommes mariés, attends un peu, tu penses que maman va être de ton côté? Tu verras. C'était sa dernière carte, je savais que Mélanie courait vers elle et je savais que maman serait furieuse, mais pas pour la raison que Mélanie espérait. Le message vocal est arrivé à 3h14 du matin, je ne l'ai pas écouté tout de suite, j'ai vu le numéro avec un indicatif inconnu mais je savais que c'était elle, je me suis rendormie. Quand je l'ai finalement écouté le lendemain matin, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, une voix lente et bouillonnante essayant de paraître calme mais n'y arrivant pas tout à fait, tu vas regretter ça quand elle ne sera plus là. C'est tout ce qu'elle a dit puis elle a raccroché, pas de nom, pas de détails, juste ça, c'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des semaines. Mélanie avait toujours une façon de transformer la douleur de quelqu'un d'autre en une performance à son sujet, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'utilise maman pour essayer de me culpabiliser, ce à quoi je ne m'attendais pas c'est que la chose qu'elle utiliserait pour me culpabiliser serait réelle. 2 jours plus tard, maman a appelé, sa voix était plate, pas en colère, pas dramatique, juste vide, elle a dit qu'elle voulait nous voir Léa et moi, elle n'a pas dit pourquoi. Quand nous sommes entrés chez elle, elle avait l'air différente, plus vieille, soudainement comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide, il y avait une pile de courriers sur la table basse, certains ouverts, d'autres froissés. Léa est allée s'asseoir avec elle et lui a donné un dessin qu'elle avait fait dans la voiture, maman l'a remercié et l'a glissé dans la manche de son pull comme si c'était quelque chose de fragile, puis elle m'a regardé et a demandé doucement si on pouvait parler dans la cuisine. Elle n'y est pas allée par 4 chemins, elle m'a dit qu'elle avait fait des allers-retours à l'hôpital le mois dernier, quelque chose avec ses reins, sa tension artérielle était trop élevée et elle n'avait dit à personne parce qu'elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, j'ai demandé si Mélanie savait, elle m'a regardé comme si elle savait déjà ce que je pensais. Puis elle m'a dit ceci, 2 semaines plus tôt, Mélanie était venue affolée, disant que Damien avait besoin de médicaments et qu'il n'avait pas de mutuelle, elle a demandé si elle pouvait utiliser la carte vitale de maman juste une fois, disant qu'il la rembourserait. Maman n'a pas dit oui mais elle n'a pas dit non plus, elle était fatiguée, elle a laissé faire. La pharmacie l'a appelée 2 jours plus tard pour vérifier la transaction, c'est là qu'elle a réalisé que Mélanie avait utilisé son nom pour renouveler quelque chose qui n'était même pas pour Damien, c'était pour Mélanie et ce n'était pas une ordonnance classique, c'était une substance contrôlée. Elle ne m'avait rien dit de tout ça avant, pas parce qu'elle ne voulait pas que je sache mais elle a dit qu'elle ne voulait pas se l'admettre à elle-même, puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a demandé, depuis combien de temps est-elle comme ça? Je n'ai pas répondu tout de suite, je pense qu'elle savait déjà. Cette nuit-là maman m'a demandé de l'aider à configurer un accès en ligne à son compte de sécurité sociale, elle voulait changer ses mots de passe, mettre à jour ses coordonnées et s'assurer que Mélanie ne pourrait plus appeler en se faisant passer pour elle. Et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, j'ai toujours pensé que Mélanie avait juste besoin de soutien mais maintenant je vois qu'elle a besoin de conséquences. Cette phrase est restée avec moi pendant des heures après notre retour à la maison. Pendant des années, maman avait protégé Mélanie, l'avait couverte, s'était excusée pour elle, avait essayé d'éteindre chaque incendie qu'elle allumait, mais cette fois ça avait basculé dans autre chose, Mélanie n'avait pas seulement essayé de m'humilier, elle avait utilisé l'assurance de sa propre mère, falsifié des informations et volé des médicaments. Le lendemain j'ai reçu un appel de tante Sylvie, elle m'a dit que Mélanie s'était pointée chez elle la veille au soir, déblatérant sur la façon dont j'empoisonnais la famille et transformais maman en arme. Elle est restée 45 minutes, a pleuré sur le canapé, m'a accusé de ruiner sa vie puis est partie avec une bouteille de vin que Sylvie ne lui avait pas offerte, c'était tout Mélanie. Et pourtant, une partie de moi s'attendait à ce qu'elle revienne et tente une dernière manipulation, mais au lieu de ça quelque chose d'autre s'est produit.
J'étais assise dans le salon de maman, l'aidant à trier ses dossiers médicaux quand on a frappé à la porte. Elle a ouvert et Mélanie était là, pas de maquillage, un sweat à capuche, juste planté là. Maman ne l'a pas invitée à entrer, elle a demandé ce qu'elle voulait, Mélanie a dit qu'elle voulait parler, qu'il était temps d'arranger ça. Maman a regardé par-dessus son épaule vers moi puis l'a regardé à nouveau, puis elle est sortie sur le palier et a fermé la porte derrière elle. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, toute la conversation a duré peut-être 3 minutes. Quand maman est rentrée, elle s'est assise en soupirant et a dit qu'elle ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, pas vraiment, elle pense juste qu'elle a perdu le contrôle. J'ai demandé ce qu'elle lui avait dit, rien de méchant, a-t-elle dit, juste que peut-être il était temps qu'on arrête toutes les deux de prétendre que Mélanie était quelqu'un qu'elle n'était pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose était différent, pour de vrai cette fois, maman n'était pas juste blessée, elle en avait fini. La porte s'est fermée derrière Mélanie ce soir-là chez maman et pendant un petit moment tout était calme, j'ai pensé que c'était peut-être fini, pas dans le sens d'une fin paisible et propre, mais fini dans le sens où elle avait enfin compris le message, que maman disant ces mots, peut-être qu'il est temps qu'on arrête de prétendre que Mélanie est quelqu'un qu'elle n'est pas, frapperait plus fort que tout ce que je pourrais jamais dire. Mais bien sûr ça n'a pas suffi, Mélanie ne réfléchit pas, elle réécrit l'histoire. Ça a commencé le lendemain, un post cryptique sur Facebook, rien de tel que d'être poignardé dans le dos par la seule personne qui pleurait sur ton épaule pour tout et n'importe quoi, certaines personnes oublient qui les a soutenues quand elles s'effondraient. Je n'ai pas répondu, je n'ai même pas lu les commentaires mais des amis ont commencé à m'envoyer des SMS, certains demandaient ce qui se passait, d'autres disaient qu'ils l'avaient déjà retiré de leurs amis parce qu'ils étaient fatigués de ces drames. L'un d'eux m'a envoyé une capture d'écran d'un groupe de discussion que Mélanie avait créé appelé Vérité familiale. À l'intérieur il y avait des cousins, 2 tantes et même la sœur de Damien. Elle s'était lancée dans une campagne de diffamation totale. J'étais peinte comme la jalouse, la manipulatrice, la mère célibataire amère qui avait transformé son enfant en pion et lavé le cerveau de maman dans ces dernières années. Elle m'a traité de cruelle, a dit que j'avais saboté sa vie, elle a même évoqué l'aventure que j'avais eue il y a des années, disant que je n'étais pas juste une trompeuse, que j'étais dangereuse. Elle a dit que j'utilisais les gens, ruinais les familles et que maintenant j'isolais notre propre mère parce que je ne supportais pas d'être démasquée. C'était tellement théâtral que j'ai failli rire, mais ensuite est venue la partie qui m'a fait m'arrêter. Elle a dit que maman était mourante, qu'il lui restait des semaines à vivre, que j'essayais de contrôler ces derniers jours en l'empêchant de voir sa famille et en coupant Mélanie de tout. C'est là que j'ai su qu'elle avait officiellement perdu le contrôle et elle le savait aussi, car ce même soir elle a essayé de réactiver l'ancien compte de gaz en utilisant mon nom. La compagnie m'a appelé immédiatement, a signalé l'activité comme suspecte et a demandé si j'avais récemment déménagé. Ce n'était pas le cas mais je leur ai dit exactement ce qui s'était passé et j'ai déposé un signalement pour fraude. Ils ont tout bloqué et j'ai dû signer une autre attestation sur l'honneur juste pour blanchir mon nom. C'était la goutte d'eau, je ne l'ai pas juste bloqué, je l'ai effacé, j'ai changé chaque mot de passe, fermé chaque compte auquel elle avait eu accès et soumis une alerte de fraude formelle au bureau de crédit. Ça ne l'arrêterait pas complètement mais ça la ralentirait, et légalement ça traçait une ligne rouge. Puis je me suis assise sur mon canapé ce soir-là et j'ai ouvert le vieux groupe de discussion familiale où nous étions toutes les deux depuis des années, j'ai remonté tout le fil, passé les photos de vacances, les vœux d'anniversaire, les blagues privées, je me suis arrêtée sur une photo de Léa, peut-être 3 ans, assise sur les genoux de Mélanie, je me suis souvenue de ce jour, c'était l'un des rares où Mélanie s'était comportée comme un être humain décent, puis j'ai cliqué sur « Quitter le groupe ». Le lendemain matin je me suis réveillée avec un dernier email, tu as transformé toute notre famille en tribunal et tu es juge, juré et bourreau, j'espère que ça en valait la peine, tu es morte pour moi. Et c'était tout. J'ai continué ma semaine, j'ai emmené Léa à la bibliothèque, fait les courses, aidé maman à planifier son prochain rendez-vous de suivi, elle ne se sentait pas très bien et sa tension était de plus en plus difficile à contrôler mais on gérait, repas sans sel, médicaments, petite promenade, elle avait le moral jusqu'à ce que l'appel arrive. Nous étions en route pour chez maman pour déposer des courses, Léa était sur la banquette arrière en train de me raconter sa journée quand mon téléphone a vibré, numéro inconnu, hôpital local. J'ai répondu, le cœur battant déjà la chamade, ils m'ont dit qu'elle s'était effondrée dans sa cuisine, sa voisine Madame Dubois l'avait vue par la fenêtre encore au sol et avait appelé le SAMU, elle était inconsciente quand ils sont arrivés. Je ne me souviens même pas m'être garée, je me souviens juste avoir couru dans ce couloir d'hôpital,
Léa serrant ma main, toutes les deux trop effrayées pour dire quoi que ce soit. Ils l'ont admise immédiatement, l'ont branchée à des machines, ont fait des analyses, c'était serein, le pic de tension a déclenché une cascade de problèmes, elle était stable mais ils la gardaient pour au moins 72 heures. Je suis restée assise près de son lit toute la nuit à lui tenir la main pendant que Léa dormait recroquevillée sur une chaise avec son plaid, et au matin juste au moment où l'infirmière apportait son plateau petit déjeuner la porte s'est ouverte. Mélanie est entrée portant un legging et un sweat à capuche comme si elle sortait juste d'un cours de yoga, pas d'excuses, pas de fleurs, pas de douceur, elle est entrée comme si elle avait toujours sa place ici. Je me suis levée, je n'ai rien dit, je l'ai juste fixée, maman a ouvert les yeux et nous a regardés toutes les deux, sa voix était sèche mais stable, elle a dit une chose, vous deux, vous devez régler ça parce que je ne vais nulle part pour l'instant et j'ai fini d'être la corde dans votre souk à la corde. Mélanie n'a pas répondu, elle a juste tiré une chaise, je n'ai pas bougé, nous sommes restées assises comme ça pendant des heures, sans parler, sans crier, juste assises, et d'une certaine manière c'était plus bruyant que toutes les disputes qu'on avait eues avant. Le silence qui remplissait cette chambre d'hôpital n'était pas paisible, il était tendu comme une corde étirée entre deux falaises prêtes à craquer. Mélanie et moi n'avions pas dit plus de quelques mots en plusieurs heures, je suis restée parce que je n'allais pas laisser maman seule, Mélanie est restée parce qu'elle savait que partir maintenant signifierait qu'elle avait tout perdu, peut-être pour de bon. Maman dormait mais même sa respiration semblait fragile, je me suis assise près de son lit regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, comptant comme si c'était un test que je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Mélanie n'avait pas pleuré, pas une seule fois et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, ce n'était pas son style. Quand elle a finalement parlé c'est venu sans préambule, juste une phrase calme lancée dans la pièce comme un caillou dans l'eau calme, elle a dit « Tu l'as aidé à tout mettre en ordre ». Je n'ai pas répondu. Elle a dit « Tu es la seule qui est présente ». Toujours rien. Mélanie a bougé sur sa chaise et pour la première fois depuis son entrée elle m'a vraiment regardée, son visage n'était ni suffisant ni désolé, c'était autre chose, résigné peut-être. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit, j'étais en colère mais je ne pensais pas que je faisais du mal à Léa comme ça. Je me suis tournée et je l'ai regardée, tu l'as laissée dehors pendant 2 heures. Elle a hoché la tête, je sais. Parce qu'elle était seule, un autre hochement de tête, plus lent. Ce n'était pas juste ça, c'était 100 choses, j'avais l'impression que tu avais toujours tout eu sur un plateau et que j'étais toujours la ratée. Tu étais la ratée, je ne l'ai pas dit pour être cruelle, je l'ai dit parce que c'était vrai. Elle n'a pas discuté, elle a juste regardé le sol à nouveau. Je n'arrête pas d'y repenser, a-t-elle dit, elle assise là dehors, ce que ça a dû faire, quel genre de personne fait même ça? Toi. Elle n'a pas bronché. Je lui ai écrit une lettre, a-t-elle dit après une longue pause, je l'ai déjà postée, juste la vérité, pas d'excuses, je lui ai dit que j'avais tort, que j'étais égoïste, que rien de ce qui est arrivé n'était de sa faute. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait d'autre dedans, je m'en fichais, cette lettre était entre elle et Léa. Maman a remué à ce moment-là, se réveillant doucement, et nous nous sommes levées toutes les deux en même temps comme si on l'avait répété, elle a regardé autour d'elle, nous a vues toutes les deux encore là et a expiré doucement. Vous avez dit quelque chose, a-t-elle demandé, à peine au-dessus d'un murmure. Mélanie a commencé à parler mais maman a levé la main, ne mentez pas, je suis fatiguée pas stupide. J'ai souri un peu, Mélanie non. Maman m'a regardé d'abord, est-ce que c'est fini? Je ne savais pas comment répondre à ça, puis elle a regardé Mélanie, est-ce que tu veux que ce soit fini ou est-ce que tu veux juste être tirée d'affaire? Mélanie a avalé difficilement, c'était la première fois que ses yeux semblaient humides. Je ne veux pas être qui j'étais, a-t-elle dit, mais je ne sais pas comment défaire tout ça. Tu ne peux pas, a dit maman, tu arrêtes juste d'en faire plus. Elle a fermé les yeux à nouveau et pendant 1 minute j'ai cru qu'elle s'était rendormie mais ensuite elle a ajouté, vous devez toutes les deux aller à plus que ça. C'était la dernière chose qu'elle a dite avant de sombrer à nouveau. Nous sommes restés jusqu'à la fin des heures de visite, nous n'avons rien dit d'autre, pas d'étreinte, pas de promesse, mais Mélanie ne s'est pas battue pour avoir le dernier mot non plus, elle est juste partie. C'était il y a 2 semaines, depuis Mélanie est calme, pas de SMS, pas de poste. J'ai entendu par notre tante qu'elle va voir un psy, je n'y croyais pas au début mais ensuite j'ai vu une demande de virement Lydia de 40 € de sa part intitulée « Argent pour l'essence », refuse si tu es toujours en colère.
Je l'ai refusé mais je ne l'ai pas bloqué. La lettre qu'elle a envoyée à Léa est arrivée par la poste, elle est toujours fermée sur ma table de nuit, je ne suis pas prête à ce que Léa la lise encore, pas parce que je veux la protéger mais parce que je veux qu'elle décide si elle la lit quand elle sera prête. Maman va mieux maintenant, toujours fragile, toujours très fatiguée mais elle sourit plus, nous sommes allés à 2 rendez-vous ensemble, elle me laisse conduire maintenant, ça signifie plus qu'elle ne le pense. Mélanie n'est pas de retour dans nos vies, pas complètement, mais elle n'est plus en train de tout casser autour d'elle. La paix n'est pas venue en une seule conversation, elle n'est pas venue dans le pardon ou des retrouvailles larmoyantes, elle est venue quand j'ai réalisé que l'emprise de Mélanie sur nos vies ne venait pas de son pouvoir, elle venait de son accès, et une fois que je lui ai enlevé ça elle n'a pas eu d'autre choix que d'affronter ce qu'elle était devenue. Je ne dis pas qu'on ne se parlera plus jamais mais cette fois si elle veut reconstruire quelque chose elle devra le faire depuis le début sans emprunter mes outils. Mise à jour, Léa a ouvert la lettre la semaine dernière, elle n'a pas dit grand-chose après l'avoir lue, elle l'a juste pliée soigneusement, remise dans l'enveloppe et a dit « Je pense qu'elle est désolée maintenant ». C'était tout, pas de questions, pas de larmes, je n'ai pas insisté, je me suis dit que si Léa avait plus à dire elle le ferait. Mélanie n'a pas donné signe de vie depuis février, pas directement, mais j'ai reçu une carte d'anniversaire pour Léa par la poste, pas d'adresse de retour, juste un petit mot à l'intérieur. Un jour j'espère que je pourrai te montrer que j'ai changé, d'ici là j'attendrai. Léa l'a scotché sur le mur de sa chambre, pas parce qu'elle lui a pardonné mais parce que selon ses mots c'est gentil quand les gens essaient, elle a 6 ans et d'une certaine manière elle comprend déjà mieux que la plupart des adultes. Quant à moi les choses sont plus calmes maintenant, pas parfaites, pas même proches, mais calmes, et c'est suffisant pour le moment.